Ce soir, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes réunis ici, un cercle de femmes assises sur des chaises dépareillées, dans une pièce qui semble à la fois vaste et intime. L'air est lourd de mots tus, des fantômes d'hommes qui ont laissé de profondes cicatrices. Vous pouvez le voir dans la façon dont une main tord nerveusement une bague, ou dans le regard qui se perd par la fenêtre, égaré dans un souvenir. Nous venons de tous horizons. Une avocate, une boulangère, une étudiante, une mère. Nos histoires sont différentes, pourtant elles sont étrangement les mêmes. Nous avons toutes aimé un homme qui ne savait pas aimer en retour. Nous avons toutes donné notre cœur à quelqu'un qui, finalement, ne l'a brisé qu'en 1000 morceaux. Le silence entre nos histoires est aussi puissant que les mots eux-mêmes. C'est un silence rempli de compréhension partagée, une reconnaissance tacite de la douleur qui nous lie. Ici, il n'y a pas de jugement. Personne ne dira « je te l'avais dit » ou « pourquoi es-tu resté si longtemps ?» Nous avons assez entendu ces questions du monde extérieur, de personnes qui ne peuvent absolument pas comprendre les chaînes invisibles qui nous retenaient en captive. Dans cet espace, nous nous offrons mutuellement quelque chose de bien plus précieux, la validation. Nous voyons la force dans les larmes de chacune et le courage dans le simple fait de se présenter, de choisir de dire notre vérité, même lorsque nos voix tremblent de douleur. Chaque femme ici porte sa propre version de l'histoire, sa propre peine de cœur. Pourtant, quand l'une commence à parler, les têtes hochent en signe de reconnaissance. Le récit est familier. Le charme initial qui semblait être un rayon de soleil. L'érosion lente et insidieuse de l'estime de soi. La confusion qui obscurcit votre esprit jusqu'à ce que vous ne puissiez plus faire confiance à vos propres sentiments. Nous sommes unis par cette expérience commune, par le traumatisme partagé d'avoir notre amour utilisé comme une arme contre nous. Nous sommes la preuve que ce genre de souffrance ne fait pas de discrimination. Elle peut vous trouver n'importe où, à tout âge, et elle peut vous laisser un sentiment d'isolement total dans votre propre vie. Mais dans ce cercle, l'isolement perd de son emprise. À chaque histoire partagée, les murs que nous avons construits autour de nos cœurs commencent à s'effondrer, non pas sous une nouvelle attaque, mais sous la douce pression de l'empathie. Nous ne sommes pas seulement des survivantes, nous sommes les témoins de la résilience de chacune. Nous sommes ici pour écouter, pour offrir un espace, pour nous rappeler les unes aux autres que la tempête finit par passer. Cette pièce, remplie du doux murmure de la douleur partagée, devient un sanctuaire. C'est le premier pas sur le long chemin du retour à soi, un endroit où nous pouvons enfin commencer à guérir, ensemble. C'est ici que notre voyage de récupération commence, non pas dans la solitude, mais dans la solidarité. C'est l'une des révélations les plus troublantes que nous partageons dans cette pièce. L'homme que nous pensions si unique, si spécial, suivait en fait un scénario prévisible. C'est un type. L'homme toxique, le narcissique, le prédateur émotionnel. Il a plusieurs noms, mais ses méthodes sont toujours les mêmes. Il opère selon un manuel si cohérent que c'est comme s'ils avaient tous fréquenté la même école cruelle de manipulation. Il trouve une femme pleine de lumière, pleine d'amour, et ne la voit pas comme une partenaire, mais comme une source d'énergie pour nourrir son propre vide. Il reflète ses rêves, ses désirs, son âme même, devenant l'homme parfait qu'elle a toujours désiré. C'est son art, son piège. Il vous étudie. Il apprend vos vulnérabilités, vos espoirs les plus profonds et vos blessures non cicatrisées. Ensuite, il élabore magistralement un personnage conçu spécifiquement pour vous. Il vous dira tout ce que vous avez toujours voulu entendre. Tu es la seule à m'avoir jamais compris. Je t'ai attendu toute ma vie. Ces mots ne sont pas des expressions d'amour, ce sont des outils calculés. Ce sont les clés qu'il utilise pour ouvrir votre cœur, pour gagner votre confiance, afin de prendre le contrôle. Et parce que nous sommes humaines, parce que nous aspirons toutes à la connexion, nous le croyons. Nous tombons dans l'illusion qu'il crée si habilement. Une fois qu'il vous a, le schéma change. L'amour qui semblait autrefois une étreinte chaleureuse
devient une offrande conditionnelle. Il commence à vous dévaloriser, lentement et subtilement au début. Une petite critique ici, un compliment déguisé là. Il crée le chaos et vous blâme ensuite pour la confusion. Il retire son affection, vous laissant désespéré de la regagner, de revenir au beau début. Vous vous retrouvez à marcher sur des œufs, analysant constamment votre propre comportement, convaincu que vous êtes le problème. C'est son but, vous faire croire que sa cruauté est de votre faute, que sa froideur est une réaction à votre insuffisance. Et puis, quand il a pris tout ce qu'il pouvait, quand votre lumière s'est éteinte et que votre esprit est épuisé, il vous jette. Souvent sans avertissement, sans explication. Il disparaît simplement, passant à sa prochaine cible, vous laissant dans un état de choc et de dévastation profond. Vous êtes laissé à gérer les débris, à vous demander comment quelqu'un qui prétendait vous aimer si profondément pouvait être si insensible. La vérité, nous l'apprenons dans ce cercle, c'est qu'il n'a jamais été capable d'aimer. Il n'était capable que de mimétisme. Comprendre ce schéma est douloureux, mais c'est aussi libérateur. C'est le moment où nous réalisons que nous n'étions pas le problème. Nous étions simplement la victime d'un jeu très ancien et très sombre. Laissez-moi vous parler de Sarah. Quand elle a rejoint notre cercle pour la première fois, elle pouvait à peine parler à travers ses larmes. Sarah est une romantique, une femme qui a grandi en croyant aux grandes histoires d'amour. Elle rêvait d'un prince charmant, non pas au sens de conte de fées, mais au sens d'une connexion profonde, au niveau de l'âme. Elle voulait un partenaire qui la verrait vraiment, et construirait une vie avec elle basée sur le respect mutuel et un soutien indéfectible. Son cœur était ouvert, plein d'espoir et d'une véritable capacité d'aimer. Elle n'était pas naïve, elle était simplement optimiste. Elle croyait au bien chez les gens, et elle était prête à se donner entièrement à la bonne personne. Puis, Hossam est entré dans sa vie. Il était tout ce dont elle avait toujours rêvé, et plus encore. Il était charismatique, intelligent et incroyablement beau. Il l'écoutait avec une intensité qui lui donnait l'impression d'être la seule personne au monde. Il se souvenait des moindres détails qu'elle partageait, la surprenant avec des gestes qui semblaient venir directement de ses désirs les plus profonds. Ils parlaient d'un avenir ensemble, peignant une image vivante d'une vie remplie de voyages, de rires et de rêves partagés. Pour Sarah, cela ressemblait au destin. Elle l'avait enfin trouvé, l'homme que son âme cherchait. Elle est tombée amoureuse de lui complètement, sans réserve. Le début de leur relation a été un tourbillon de passion et d'intensité. Hossam a couvert Sarah d'attention, la faisant se sentir chérie et adorée. Il était le parfait gentleman, le partenaire dévoué. Il lui a fait croire qu'elle était exceptionnelle, que leur amour était un phénomène unique dans une vie. Sarah, qui avait tant d'amour à donner, l'a tout versé en lui. Elle se sentait vue, elle se sentait en sécurité, elle se sentait enfin chez elle. Elle l'a présenté à ses amis et à sa famille, qui étaient tous également charmés par lui. Tout semblait parfait, presque trop parfait. C'était la réalisation de son rêve le plus cher. Mais derrière la façade de cette parfaite histoire d'amour, une réalité plus sombre prenait forme. Sarah était tellement aveuglée par l'intensité du love bombing qu'elle n'a pas vu les subtils signaux d'alarme. Elle n'a pas remarqué comment il l'isolait subtilement de ses amis, ou comment ses compliments étaient souvent suivis d'une légère pique qui la laissait se sentir en insécurité. Elle vivait dans la belle illusion qu'il avait construite pour elle, inconsciente que les fondations étaient bâties sur des mensonges. Son rêve ne se réalisait pas, il était utilisé comme un plan pour sa propre destruction émotionnelle. Hossam n'était pas son prince charmant, c'était un prédateur déguisé. La dynamique entre Sarah et Hossam s'est lentement transformée en une danse douloureuse et confuse. C'était, honnêtement, le mythe de Narcisse et Écho se déroulant dans une tragédie moderne.
Hossam, comme Narcisse, était complètement captivé par sa propre réflexion, non pas dans une flaque d'eau, mais dans les yeux adorateurs de Sarah. Il avait besoin de son admiration constante pour se sentir vivant, pour valider son propre sens fragile de soi. Il n'était pas amoureux d'elle. Il était amoureux de l'image parfaite de lui-même qu'elle lui renvoyait. Son but dans sa vie était d'être un miroir, d'affirmer sans cesse sa grandeur et son importance. Sarah, à son tour, est devenue Écho. Elle a perdu sa propre voix, sa propre identité, dans sa tentative désespérée de lui plaire. Ses opinions, ses désirs, ses besoins, tout cela s'est estompé à l'arrière-plan, remplacé par une concentration singulière sur son bonheur. Quand il était heureux, elle ressentait un bref moment de soulagement. Mais quand il était mécontent, ce qui arrivait de plus en plus fréquemment, elle était plongée dans un état d'anxiété et de culpabilité. Elle se retrouvait à faire écho à ses humeurs, à ses mots, à sa réalité. S'il disait que le ciel était vert, elle commencerait à douter de sa propre perception de la couleur bleue. Son monde a commencé à tourner entièrement autour de lui. Le rejet était la partie la plus cruelle du cycle. Après des périodes d'affection intense, Hossam devenait soudainement froid et distant, la punissant par le silence pour une offense imaginaire. Sarah était laissée dans un état de confusion totale, rejouant désespérément leurs dernières interactions, essayant de comprendre ce qu'elle avait fait de mal. Elle s'excusait pour des choses qui n'étaient pas de sa faute, juste pour regagner ses faveurs. Ce va-et-vient, ce cycle d'idéalisation et de dévalorisation, était une forme de torture émotionnelle. Cela la maintenait accrochée, dépendante des brefs moments de bonheur de son approbation, et terrifiée par les moments de tristesse écrasants de sa désapprobation. Finalement, la voix de Sarah a complètement disparu. Elle a cessé d'exprimer ses propres sentiments parce qu'elle avait appris qu'ils étaient soit faux, soit hors de propos. Elle est devenue l'ombre de la femme vibrante et confiante qu'elle était autrefois. Comme Écho, qui ne pouvait répéter que les derniers mots des autres, Sarah s'est retrouvée incapable d'articuler ses propres pensées. Elle était piégée dans son récit, un personnage secondaire dans son one-man show. C'est le but ultime du narcissique, effacer l'identité de l'autre personne jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un faible écho de sa propre voix, un reflet parfait et complaisant de son propre ego. La fin est toujours la même. Un jour, le narcissique disparaît. Hossam a quitté Sarah. Il n'a pas proposé de conversation ni de raison. Il a simplement disparu de sa vie, laissant un vide si vaste et silencieux qu'il était assourdissant. Pour l'homme qui se nourrit d'attention, l'acte final de pouvoir est de jeter, de vous effacer comme si vous n'aviez jamais existé. Il passe à une nouvelle source d'approvisionnement, laissant derrière lui une traînée de dévastation émotionnelle. Pour la femme laissée derrière, comme Sarah, le choc initial est suivi d'une douleur qui semble insurmontable. C'est un deuil non seulement pour l'homme qu'elle pensait connaître, mais aussi pour la femme qu'elle était avant de le rencontrer. Mais ici, dans la force tranquille de notre cercle, nous apprenons une vérité fondamentale. Ce n'était jamais de votre faute. Aimer n'est pas une faiblesse. Faire confiance n'est pas un défaut de caractère. Il n'est pas honteux d'avoir été trompé par un manipulateur expert. Vous n'avez pas échoué. Vous avez été ciblé pour vos plus grandes forces, votre empathie, votre capacité d'aimer, votre espoir. Il a vu la lumière en vous et a cherché à l'éteindre à ses propres fins sombres. La honte ne vous appartient pas. Elle lui appartient, à son incapacité à former une véritable connexion humaine. Tomber n'est pas la fin, c'est le début de la compréhension. Le chemin de la guérison est un voyage de retour à soi. Il commence par l'acte radical de récupérer votre récit, de retrouver votre voix après qu'elle ait été réduite au silence si longtemps. Cela implique de désapprendre les mensonges qu'il vous a racontés sur vous-même et de vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Il s'agit de redécouvrir votre valeur, non pas comme un reflet dans les yeux de quelqu'un d'autre, mais comme une qualité inhérente en vous. Ce processus n'est pas facile.
Il demande du courage, de la patience et une immense autocompassion. Cela signifie vous permettre de ressentir la colère, le chagrin et la confusion, et savoir que ces sentiments font partie valable de votre rétablissement. Et donc, à chaque femme qui a aimé un homme qui ne pouvait pas l'aimer en retour, je dis ceci: vous n'êtes pas brisé. Vous êtes blessé, mais vous guérirez. Votre histoire est universelle, un témoignage de la résilience du cœur humain. Vous avez le droit à un amour qui soit doux, sûr et réel. Vous avez le droit d'être chéri, non pas contrôlé. L'aube viendra après cette longue nuit sombre. Votre expérience ne vous a pas diminué. Elle vous a donné la sagesse de reconnaître un amour sain quand il arrivera. Et il arrivera. Vous le méritez. Votre voyage vers la lumière a déjà commencé.